va accueillir maintenant Igor, qui est radiothérapeute à Toulouse. Bonjour à tous, merci Émeric et merci au bureau de la Société pour cette invitation. Je suis le docteur Igor Latorzev, je suis radiothérapeute à la clinique Pasteur à Toulouse et je suis aussi le coordinateur national pour les recommandations en bonne pratique de la radiothérapie au niveau français. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec le monde de la radiothérapie, c'est les approches que l'on peut positionner, parce que vous allez voir qu'il y a différentes approches dans cette discipline, pour la gestion des métastases vertébrales. Alors, en premier lieu, on n'est pas tout seul, comme mes collègues précédents l'ont dit, on est plutôt sur une dimension polydisciplinaire et la radiothérapie s'intègre dans le cursus ou dans l'arsenal thérapeutique avec différentes expressions. Soit on peut faire de la radiothérapie externe, alors la radiothérapie interne, on va en parler tout à l'heure, on peut faire de la radiothérapie externe avec différentes modalités, vous allez le voir, ça va être la présentation du jour. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut faire aussi de la radiothérapie interne vectorisée ou de la radiothérapie dite métabolique. Ça ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais ça fait partie quand même de l'arsenal par la médecine nucléaire. Bien entendu, tout ça s'intègre dans une réflexion plus générale autour de la prise en charge spécifique, systémique et polydisciplinaire sur l'approche locale de la gestion thérapeutique dans le cadre d'un cancer. Pour répondre au pessimisme d'Émeric tout à l'heure sur vision métastase vertébrale et, on va dire, prise en charge délicate du cancer, il y a quand même des grosses avancées sur les 10 dernières années en termes de stratégie systémique, de traitement local, qui ont permis quand même de faire gagner des années de survie à nos patients métastatiques. Quand j'ai commencé, je fais beaucoup de cancers de prostate, quand j'ai commencé les cancers de prostate métastatiques, le délai de survie c'était 2 ans et demi. En moyenne, maintenant, on est à plus de 10 ans avec des patients qui ont des qualités de vie extraordinairement conservées. Alors, pour parler radiothérapie, il faut parler le langage de la radiothérapie. Soit vous voulez faire un traitement à visée curatif, et classiquement, quand on est en extra-rachidien sur des localisations primitives, on utilise des fractionnements dits conventionnels, 1,8 à 2 degrés séance, 5 séances par semaine, et on va jusqu'à 60, 70 degrés, 80 degrés parfois, pour avoir un optimal thérapeutique local. Quand on est en situation palliative, plutôt pour répondre aux symptômes, on va être dans le monde de l'hypofractionnement. Donc on réduit l'étalement, on réduit le nombre de fractions, on augmente un peu la dose par séance et vous allez vous retrouver avec différents types de protocoles qui vont permettre d'optimiser cette approche. Et en fait, dernièrement, s'est développé un concept qui est la stéréotaxie ou la stéréotactic body radiothérapie, qui est une approche à visée ablative, c'est-à-dire on est capable de délivrer de fortes doses par séance dans un volume très petit, de façon à pouvoir nettoyer soit un primitif, soit une métastase de sa charge tumorale et faire en sorte d'optimiser l'approche palliative vers une approche plutôt curative. La radiothérapie, ça marche d'abord à visée palliative sur un côté antalgique, c'est la dominante principale, et principalement par diminution de la pression intra-osseuse avec une élimination cellulaire. Et elle est également consolidatrice puisqu'on voit clairement des réossifications apparaître après une irradiation vertébrale. Et elle est effectivement également décompressive sur le plan neurologique, donc elle permet d'améliorer potentiellement le côté ambulatoire et le côté moteur et fonctionnel du patient. Mais elle peut être également curative et avec l'idée justement d'optimiser la dose sur un petit volume. Et dans ce cas-là, pour aller dans le sens de l'approche un peu pessimiste, c'est renforcer l'action de la radiothérapie sur la maladie métastatique. Il est possible, par des radiothérapies modernes, d'avoir une approche carcinologique complète et permettre de différer soit l'introduction de traitement, soit d'améliorer le pronostic de ces patients-là. Il y a beaucoup d'essais en cours dans cet objectif. Alors les critères de décision que l'on utilise, si possible, c'est de passer par la confraternalité en RCP, c'est-à-dire d'avoir des RCP dédiés à viser présentation de cas pour avoir différents avis. Sinon, c'est comme sur Facebook, il faut avoir de bons amis spécialistes pour avoir de bons avis concernant des cas rapides à échange. Et avec l'idée donc que l'on va disséquer un petit peu la présentation du cas
Est-ce qu'il s'agit bien ou non d'une métastase? Bon, ça, c'est la première notion. Est-ce que cette histologie connue est ou non radiorésistante? Elle va peut-être orienter un type de radiothérapie. Quel est le niveau de la lésion? La localisation dans la vertèbre, le corps, les pédicules, les lames, l'épineuse. Le nombre de lésions est important pour aller potentiellement positionner certaines techniques. La stabilité vertébrale avec les scores que vous connaissez, l'extension au canal spinal avec l'épidurite, avec le score que vous connaissez, l'état neurologique, l'état général qui est l'OMS ou le KPS, le Karnofsky, l'importance de la douleur, et puis la connaissance un petit peu du risque évolutif de l'histoire naturelle de la pathologie chez le patient. Juste un petit rappel qui était plutôt vrai avant, mais qui l'est un peu moins maintenant avec la diminution des positionnements de la chimiothérapie. Il est important de connaître aussi la distribution de la moelle osseuse chez les patients, et dans le cadre des vertèbres, et notamment dorsale et lombaire, il y a quand même un capital médulaire important. Si on le grille trop ou si on le fait fondre trop en enlevant la moelle osseuse de ces vertèbres-là par la radiothérapie, on ampute potentiellement le capital de résistance du patient au traitement futur. Alors, pour rentrer dans la problématique de la radiothérapie, vous avez déjà vu ces fractionnements-là, qui sont plutôt des fractionnements dits palliatifs, c'est-à-dire la façon dont on utilisait la radiothérapie il y a 15 à 20 ans, avec des étalements qui sont rapides, concentrés, de façon à pouvoir entraîner un effet décompressif ou diminution du volume tumoral rapidement pour alléger la souffrance par œdème du patient. Il y a une méta-analyse de ces essais-là, je vais tout focaliser là-dessus pour rapidement brosser le tableau, de façon à vous dire que l'on fasse une séance unique 6 grés, 8 grés, ou que l'on fractionne 5 séances 20 grés ou 10 séances 30 grés, finalement, les résultats sont à peu près les mêmes. En efficacité antalgique, vous voyez, on a à peu près le même bénéfice. Un malade sur deux est franchement amélioré, avec, il faut le savoir, une manifestation de l'antalgie qui survient décalée dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez une séance de 8 grés, l'antalgie arrive en général une semaine après la radiothérapie. Quand vous avez 30 grés en 10 séances, vous pouvez voir apparaître un début d'antalgie à mi-parcours, mais classiquement, on reste également sur une antalgie qui vient décaler dans le temps la semaine qui suit l'arrêt du traitement. Et pour les autres paramètres de cette étude, la réponse antalgique complète, vous voyez, c'est à peu près 20%, 20-25%, mais elle est égale pour les différents fractionnements. Le taux de retraitement, il est souvent plus nécessaire pour la dose unique. Quand vous faites 6 ou 8 grés, il n'est pas impossible que dans un délai de 1 mois à 3 mois, on soit obligé de reproposer un traitement parce que l'antalgie a été, ou enfin plutôt la douleur revient. Le taux de fracture pathologique, il est globalement le même, il n'est pas très élevé dans cette méta-analyse, 3%. Et le taux de compression médulaire, il est plus fréquent également avec la dose unique parce qu'il y a probablement une moins grande intensité de décompression du volume tumoral avec la dose unique qu'avec un étalement fractionné. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans la problématique de la radiothérapie moderne, de l'approche des métastases vertébrales, avec l'idée d'introduire donc cette stéréotaxie, SBRT ou SABRE, stéréotactique ablative body radiothérapie, et qui permet donc d'augmenter la dose sur un tout petit volume et de renforcer cette action en vue d'optimiser la prise en charge métastatique. Le rôle de la SBRT, il est connu dans le cadre d'une maladie oligométastatique comme étant bénéfice. Le fait de traiter la métastase avec des radiothérapies modernes permet également de limiter le risque de progression de la maladie et même de finalement entraîner une guérison apparente locale qui fait qu'on va différer l'introduction de traitements ou de lignes ultérieures chez des patients connus métastatiques. Donc il y a même des périodes après traitement focalisées d'une lésion vertébrale où le patient n'est plus forcément sous traitement alors qu'il a un statut métastatique. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on arrive à faire des choses extrêmement précises, extrêmement détaillées et avec un temps d'administration qui reste relativement court. On lutte également avec cette approche contre la radiorésistance tumorale, les cancers du rein, les mélanomes par exemple, les cancers colorectaux aussi. Ce sont des maladies qui sont plutôt agressives sur le plan local avec un degré de résistance à la radiothérapie palliative relativement important et qui fait qu'avec cette approche thérapeutique moderne, on arrive à avoir des taux de contrôle qui s'apparentent à quasiment 90 à 100% en fonction des localisations. Et c'est encore plus vrai, bien entendu, sur les maladies dites radiosensibles. Le cancer du poumon, il est intermédiaire. Le cancer de la prostate, il est plutôt radiosensible
ça dépend du glisone. Et puis on a des profils de patients différents. On a des patients qui sont devenus oligométastatiques, osseux, sans risque neurologique immédiat, avec des petites lésions qui apparaissent sur de l'imagerie métabolique et non plus pour des symptômes. Donc on a des patients qui arrivent métastatiques, sans symptômes, avec des infiltrations métastatiques qui restent de volume plus limité. Et puis cette technique-là, elle a aussi sa part, je vais y passer rapidement, dans le cadre des réirradiations. Alors il y a des critères de réalisation qui sont extrêmement précis. On augmente l'amélioration, on va dire, technologique par également une amélioration sur l'imagerie qui sert à la modélisation du traitement. Donc il y a tout un process d'utilisation du scanner, bien entendu, de l'IRM multimodal, de l'imagerie métabolique dans la définition des volumes. Il y a des immobilisations extrêmement précises. Il y a des paramètres que vous allez voir qui sont extrêmement codifiés pour pouvoir traiter dans ces conditions-là, pour avoir l'optimisation et balistique et protection des ce qu'on appelle les OAR, les organes at risk environnants, et notamment la moelle. Alors tout ça s'est permis grâce à des options matérielles qui ont largement évolué. Donc les plateaux techniques aujourd'hui modernes en France vous proposent des machines, notamment le TrueBeam, le Vero, ça c'est à Toulouse, le Novalis STX ou stéréotactique, qui sont des machines qui sont vraiment dédiées à faire de la stéréotaxie. Une autre machine, c'est le CyberKnife, vous connaissez ça aussi parce que ça a envahi les plateaux techniques. C'est une machine dédiée, comme un robot de peinture automobile, qui permet de délivrer des faisceaux extrêmement précis par de multiples points d'entrée. Donc on peut, sans augmenter la toxicité sur le patient, il n'y a pas de signe qu'il a été irradié, mais vous avez à l'intérieur des doses beaucoup plus fortes que ce que l'on faisait avec un 30-10 standard. Et on arrive à faire des dosimétries modélisées à l'anatomie qui font qu'on arrive à délivrer de fortes doses sur des volumes. Vous voyez la vertèbre centrale avec une atteinte corporéale pédiculaire et la lame, et qui est bien irradiée tout en protégeant la moelle grâce à ces balistiques et dosimétries. Alors, il y a des conditions d'exercice qui sont très codifiées, donc on a des séquences d'imagerie combinées pour pouvoir au mieux définir le modèle tumoral. Il y a des règles de contourage extrêmement précises avec, dans notre jargon, le CTV, Clinical Target Volume, qui correspond au contour de ce que l'on voit, plus une expansion de marge pour prendre en compte le risque que le patient bouge malgré la contention. Il y a des distances à la moelle et à tous les organes à risque adjacents qui sont parfaitement codifiés. Et puis il y a des critères de dose également qui sont parfaitement respectés. Il y a des abacs de contour pour délimiter réellement les volumes techniques de traitement en fonction du degré d'atteinte sur la vertèbre. Là, on ne parle que de la stéréotaxie. Et donc, vous voyez qu'en fonction de l'atteinte et de l'étage, les volumes que l'on va dessiner pour traiter telle ou telle infiltration vont différer en fonction de l'importance de l'infiltration et du risque de diffusion. Alors, on va rentrer un peu dans la cuisine en parlant de dose. Quand on fait de la dose ou de la radiothérapie, en stéréotaxie, on peut être soit en single shot, la radiochirurgie pour faire simple comme dans le crâne, soit on peut être en hypofractionnement sévère, c'est-à-dire qu'on fait peu de séances, en général 5-6 séances. Quand on fait de la dose unique, cette publication a clairement démontré que pour des lésions osseuses, il fallait augmenter la dose jusqu'à un certain palier, et si on faisait un palier plus inférieur, on était moins bon. Alors ici, ont été faits des paliers entre 18 et 24 degrés, et vous voyez que la 18 degrés en vert en bas donne pas le même effet que si on est à 24 degrés dose unique. Ça, c'est pour le contrôle local. Ça a été également démontré dans une autre publication par rapport à des séries qui ont fractionné, mais en hypofractionnement concentré, avec 5 à 6 séances. Si on regarde les résultats de la stéréotaxie sur des séries qui sont maintenant anciennes, mais qui ont fait le lit de cette technique-là, et qui ont permis également d'ouvrir la page des fractionnements qu'il fallait utiliser, eh bien on s'aperçoit qu'on arrive à des contrôles locaux qui sont quand même très intéressants, 80 à 90%, classiquement avec soit 24 degrés dose unique, soit avec un hypofractionnement qui est aujourd'hui de 3 x 9, 3 x 10, ou dernièrement, je ne l'ai pas mis sur cette diapo, mais c'est 2 x 12 degrés. Donc ce sont des doses qui sont très importantes, très élevées. Quand on fractionne, on fait un jour sur deux, on ne fait pas tous les jours. Et avec ça, on a des contrôles locaux vertébraux qui sont extrêmement importants. On a des résultats radiologiques qui le sont également, et avec toujours pareil, des limites
qui sont anatomiques. Si on ne traite qu'un corps vertébral, on est quand même très très performant. Si on commence à rentrer dans l'espace épidural ou si on a des atteintes extra-rachidiennes, on a des risques d'avoir un taux de réponse qui peut différer avec, dans les séries, vous voyez un risque de rechute qui peut être en gros de 10%. La toxicité médulaire, elle est conditionnée à la dose. Alors il y a des ABAC très précis là aussi pour respecter la dose à la moelle. Donc tout est parfaitement codifié et colligé. Et puis le risque que l'on a avec cette irradiation, c'est le risque de tassement ou de compression fracturaire qui dépend de la présentation de la vertèbre, si on est condensant ou lithique, et du risque effectivement aussi du niveau qui est traité et de la dose. Quand on fait du 24 degrés dose unique, on n'est plus entre guillemets toxique sur ce risque-là que si on fractionne. C'est pour ça que le 24 degrés dose unique a plutôt été abandonné des plateaux techniques au profit de 2 fois 12 degrés ou 3 fois 9 degrés ou 5 fois 7 degrés. En attendant, par rapport aux présentations de tout à l'heure, dans ces conditions-là, il faut penser à consolider la vertèbre avant, qu'il faut aussi mentoplastie, de façon à pouvoir faire une irradiation post-opératoire optimisée. La douleur, l'objectif, il est parfaitement pris en compte par la stéréotaxie. Dans cette publication du Lancet Oncologie, qui commence à être ancienne, eh bien, on a un vrai bénéfice. 26% des patients étaient sans douleur avant la radiochirurgie ou la stéréotaxie. Et on est à 54% de patients sans douleur après la procédure, avec une augmentation du nombre de patients soulagés. La comparaison des fractionnements, parce qu'on peut me dire, est-ce qu'on garde le palliatif? Est-ce qu'il faut tout basculer en stéréotaxie? Eh bien, quand on ne fait pas de la bonne stéréotaxie, on ne rend pas service aux patients. La première publication à gauche, 16 degrés ou 18 degrés dose unique, je vous ai dit que c'était le palier bas tout à l'heure. Si on le compare à 8 degrés une fraction palliatif, eh bien, finalement, on ne fait pas mieux. À 3 mois, ça semble mieux. À 6 mois, ça tient à peine, mais les courbes se recoupent. Et finalement, à distance, on n'a pas d'amélioration. Quand on fait 5 séances 20 degrés palliatifs versus 2 fois 12 degrés plutôt optimistes, eh bien là, on a une vraie efficacité sur la douleur qui tient dans le temps et qui est statistiquement significative, améliorée par rapport au palliatif. Donc là aussi, le choix du fractionnement est important. 2 mots sur le post-opératoire. Vous connaissez cette publication de Patchell qui avait assis un petit peu l'indication de la radiothérapie en situation post-opératoire. Aujourd'hui, on a des critères de traitement qui sont, quand on fait une chirurgie ou quand on fait, on va dire, une cimentoplastie, eh bien, le fait de délivrer un étalement court, 8 degrés dose unique palliatif ou 20 degrés en 5 séances, ça fait moins bien que 30 en 10. Donc si vous avez une stratégie post-opératoire, c'est plutôt le 30 en 10, avec un taux de rechute qui est doublé, enfin un taux de récidive, pardon, qui est diminué de 2 à 7 mois avec le fractionnement que vous utilisez. Mais vous pouvez aller chercher aussi la stéréotaxie si le nombre d'étages est limité. Et là, vous avez un meilleur contrôle encore, puisque vous arrivez à plus de 80% à 90% de contrôle local et de disparition de la douleur avec la stéréotaxie. Donc là aussi, on a une franche amélioration de la prise en charge de ces patients. La réirradiation, j'y rentre pas, mais c'est tout un champ exploratoire aujourd'hui par rapport à des patients qui ont été traités il y a 4, 5, 6 ans et qui vont revoir réapparaître une anomalie métastatique locale dans les champs d'irradiation. On peut arriver aujourd'hui à retraiter ces patients-là tout en protégeant la moelle. Il y a énormément d'essais en cours à travers le monde sur cette optimisation, que ce soit en situation initiale, j'ai mal, j'ai pas mal, puisqu'aujourd'hui les patients, quand ils se présentent avec des métastases, ils ne sont pas forcément douloureux ou ils n'ont pas forcément des troubles moteurs. Il y a également l'idée post-opératoire d'optimiser ces traitements, et puis il y a la prise en charge de la compression médulaire quand elle n'est pas opérable par la radiothérapie avec quand même une atteinte vertébrale. Tout ça pour terminer avec cette diapositive qui est censée résumer un petit peu la façon dont on prend les choses en main. Quand le patient est oligométastatique avec 1 à 2 lésions, eh bien, en fonction de son espérance de vie, de son Karnofsky, de son profil évolutif entre la gestion du primitif, la métastase, ces différents critères de stabilité, qu'ils soient en compression ou qu'ils ne soient pas en compression, qu'ils soient en ostéolyse importante ou pas, eh bien, on va faire appel à une prise en charge polydisciplinaire, opératoire d'emblée, cimentoplastie d'emblée, où on a une approche directe par la radiothérapie qui va être un peu conditionnée au caractère de l'histologie. Quand on est radiorésistant, on va plutôt chercher la stéréotaxie, si on est en situation limitée. Si on est en situation intermédiaire ou radiosensible,
on peut proposer un hypofractionnement standard ou de la stéréotaxie. Et puis quand on est en situation multimétastatique, avec plusieurs étages impactés à la fois, on reste sur nos critères de 30 en 10 classiques qui sont quand même une bonne gestion thérapeutique locale. Je vous remercie.